Rien à voir. Vous avez vu ce sondage de fou ou pas? De BFM TV? Hop. Politique. J'appelle ça politique. Politique. On va parler de ça 2 secondes là. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage BFM TV commandé par BFM TV qui dit que 71% des Français sont contre qu'on hisse le drapeau palestinien devant les mairies. Vous avez vu ce truc? Alors, faut savoir, je vais pas vous montrer, mais que à Fougères, ça a été fait. C'est une mairie macroniste à Fougères. Hein. Ils l'ont fait, ils ont hissé le drapeau palestinien, blablabla. Enfin, c'est une alliance avec du PS, il y a des communistes aussi dedans, bon bref. Les commentaires, c'est que des vieux qui disent « c'est une honte !» Bon bref. Et c'est fou parce qu'en fait, je me demande c'est quoi la question telle qu'elle a été posée. Et je pense que la question, elle a été très chargée. Plein de gens se disent, bah non, en fait, on devrait lever que le drapeau français, et puis en fait, ce serait pas constitutionnel de lever un autre drapeau. J'ai même vu Retailleau lui-même dire, on est en France, on a le droit de lever que le drapeau français. Il a dit ça devant un drapeau normand. Parce qu'il était je sais pas où, et il y avait un drapeau français et un drapeau normand où il était. On lève le drapeau européen, oui, mais par exemple en Bretagne, il y a beaucoup d'endroits où il y a le drapeau breton. Et puis, il y a dans certaines communes, on a levé le drapeau de l'Ukraine. On a levé le drapeau d'Israël pour les attaques du 7 octobre. Là, on peut lever le drapeau palestinien pour la reconnaissance de la Palestine. Enfin, putain, au bout d'un moment, déjà qu'on est en retard sur le dossier, et que si Macron reconnaît l'État de Palestine, c'est uniquement, rappelons-le, pour pas trop se sentir le cul sale, quand il sera temps de mettre Netanyahou au tribunal pour crime de guerre et génocide. On sent un peu trop con là, donc on se dit on va faire quelque chose de symbolique, parce que c'est vraiment symbolique, hein. Voilà. Mais la question en fait elle est extrêmement chargée. Oui, je le vois, je suis sur elab.fr. Il se trouve que dans la même enquête, on apprend aussi, et ça c'est peut-être le plus important, que une majorité de Français, bon 53% c'est une majorité juste, et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Voilà. On a quand même quasiment une moitié de Français qui est contre, hein, je vais dire. Bon, les électeurs du NFP et de Ensemble sont majoritairement pour. Droite, ils sont mid, et le RN, ils sont absolument contre. Mais globalement, c'est du coup, qu'est-ce que tu mets devant ? En fait, c'est ça. Donc, du coup, tu as 2 stats. Tu as une majorité des Français qui sont pour la reconnaissance de l'État palestinien et tu as une majorité des Français qui sont aussi contre lever le drapeau palestinien pour commémorer cette même reconnaissance. Bah, du coup, qu'est-ce que BFM TV met en avant ? Le second. Il y en a combien qui sont contre ce que l'idée vient d'Olivier Faure ? Ah, mais ça, c'est la question qui se pose aussi. C'est une question complexe, j'imagine. Faut comprendre quoi ? Bah, faut comprendre que le chiffre est peut-être vrai, mais ça dépend quel chiffre tu mets en avant. Enfin, c'est toujours... il y a une question d'éditorialisation sur qu'est-ce que tu décides de mettre en avant de toute façon. Donc bon, bah, l'État de Palestine a été reconnu. Écoutez, j'ai écouté ce matin un reportage sur France Info qui en parlait. Ils ont été interviewés des Israéliens, notamment des gauchistes, hein, des gens de gauche, hein, soi-disant en Israël. Ils sont contre, hein. Ils sont contre, ils disent que la France est un pays qui s'est perdu, qui défend les terroristes, blablabla, blablabla, blablabla. Évidemment. Moi, je trouve que ça coûte quand même pas grand-chose. Reconnaître l'État palestinien, ça coûte pas grand-chose, ça ne change fondamentalement rien. Qu'on le rappelle, alors oui, il fallait le faire, mais bon, on n'en est plus là, quoi. Là, on n'en est plus là, je suis désolé, c'est un truc qu'on aurait déjà dû faire depuis très longtemps, ça aurait 50 ans que ça l'aurait été fait. On n'en est plus là. Là, on en est à comment est-ce qu'on sanctionne Israël, comment est-ce qu'on applique à Israël le même traitement qu'on applique à la Russie.
pour le dire assez concrètement. Il est quand même pas normal qu'on ait exclu la Russie de toutes les organisations et les compétitions internationales, tout en continuant d'inviter Israël. Enfin, au bout d'un moment, non, le traitement devrait être le même, rigoureusement. Voilà. On est le 3e pays après Israël à avoir le plus de juifs. Et alors ? On a énormément de musulmans aussi en France, et c'est pas pour autant qu'on a une politique pro pays musulman, enfin genre que je sache. Voilà. Non mais il y a vraiment un deux poids deux mesures qui est vraiment terrible, hein. Vraiment. Donc la reconnaissance de l'État palestinien, en dépit de ce que pensent les Israéliens, bah écoutez, voilà. Bon, moi je refuse qu'Emmanuel Macron prenne le crédit pour ce genre de choses. Parce qu'on continue quand même de soutenir massivement Israël diplomatiquement, quoi. Mais on devrait pas, enfin on devrait... ciao, salut, hein. C'est un pays de grandes personnes. Voilà, bon. Reconnaître la Palestine, c'est peut-être ce qui fait rager, alors qu'il y a déjà 130 pays qui ont reconnu l'État palestinien. Mais oui, ça, on n'en est plus là. On est déjà de toute façon en retard. On est de toute façon complètement en retard. Et il y a ce truc de... on reconnaît un État qui n'existera bientôt plus si ça continue. C'est vraiment... c'est un peu comme donner la Légion d'honneur post-mortem, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça revient un peu à ça. C'est symbolique, quoi. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit corrélé de changements concrets et quoi que ce soit qui puisse être synonyme d'espoir pour ces populations. Je sais pas. Là, on n'y est pas. Donc bon. On est profondément hypocrite. C'est symbolique, mais les Israéliens veulent éjecter l'ambassade de France. Mais j'ai envie de vous dire, mais qu'ils l'éjectent, qu'on se retire d'Israël diplomatiquement. Hein. Ouais, allez-y, hein. Allons-y. Hein. Voilà, c'est un pays de grandes personnes. Voilà. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'on ait cette obligation morale de les aider coûte que coûte, persister dans l'erreur comme ça bon. Oui, s'ils sont pas contents, qu'on parte. Je suis d'accord, on se barre. On les laisse. On les isole. Alors après, vous me direz peut-être, oui, mais quand même le risque, c'est que, bah oui, mais ça leur retombe dessus. Alors que leurs voisins, ils leur tapent dessus. C'est vrai. Oui. Mais au bout d'un moment, Israël n'est pas une colonie européenne, que je sache. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que précisément si. Précisément si, en fait. Donc théoriquement, bon, voilà. Mais dans les faits, si, en fait, c'est ça. C'est Israël, c'est une colonie européenne. Au Proche-Orient. Donc bon. Mais on s'en bat les couilles qu'on ait le 3e pays du monde avec le plus d'Israéliens et de Juifs. À quel moment c'est censé peser ça? Encore une fois, vraiment. Hein. Moi, ça me fait me poser plein de questions. Après, c'est un pays récent, hein, voilà.
Mais oui, Netanyahou, bien sûr que Netanyahou, lui, il veut raser Palestine. Il veut que Palestine égale Israël. Et comme il veut qu'il n'y ait pas trop d'Arabes dans son pays, qu'il veut être un pays d'État-nation, un pays d'État-nation pour les Juifs, une espèce de théocratie nationale, les Arabes sont de trop. Donc de toute façon, les Arabes, soit ils les tuent, soit ils partent. Voilà, dans son logiciel, enfin, il est nazi, quoi. Il est nazi. Moi, désolé, je vous fais le parallèle. Je pense que les Arabes représentent le même problème pour Netanyahou que probablement... allez, on va être gentil, on va dire les Polonais pour Hitler. Voilà. Voilà, on va être sympa. C'est pas tant une histoire de religion que d'extrême droite. Oui, mais attends, dans le... Comment dire, dans l'extrême droite israélienne, la religion a un poids qui est très important, comme la religion avait d'ailleurs été un soutien et un poids très important du franquisme en Espagne, par exemple, ou de l'austrofascisme en Autriche. Ça va avec aussi, hein. En tant que juif, je trouve que soutenir Israël n'a aucun sens. Mais moi, les juifs que alors, je connais pas énormément de juifs. Je connais 2 juifs de gauche autour de moi. Aucun d'entre eux ne se sent d'aucune façon lié à Israël. Vraiment. Et oui, c'est une terrible erreur que de lier en permanence le destin des juifs de France à celui d'Israël. C'est un non-sens. Voilà. Comme elle s'affirme aux USA avec cette messe médiatique d'honneur à Kirk. Ouais. Leur espèce de psychodélique du pauvre, là-bas, ouais. Tu n'as pas compris comme je voulais le dire. Ah bah, je suis désolé, oui, j'ai pas du tout compris que tu cherchais à dire ça. Juif de gauche, ici, je soutiens Israël et la Palestine. Mais il y en a quand... Enfin... Au bout d'un moment, tu peux pas, là, quand il y a un conflit armé, tu peux pas dire je soutiens l'un et l'autre. C'est bizarre comme phrase. Enfin, désolé, mais bon. Un des drames d'Israël, c'est aussi d'avoir amalgamé toutes les cultures juives du monde et à contribuer à leur disparition du Maroc, Algérie. Oui, bah après, il y a une politique d'État-nation. Une langue, un peuple, une langue. Donc, ce qui faisait l'identité séfarade, l'identité ashkénaze, etc., a très très largement été combattu, notamment, par exemple, le théâtre ashkénaze, les particularismes séfarades aussi, même si la prononciation est basée sur le séfarade de l'hébreu actuel, pour avoir une identité commune, unie, indivisible, tout en ayant quand même un peu cette vision raciste de, par exemple, les juifs d'Éthiopie, qui sont revenus aussi, qui ont fait leur alia, n'étaient pas vraiment considérés comme juifs. Ça fait 3000 ans qu'ils le sont, peut-être un peu moins, allez, 2500 ans, mais eux, ils étaient pas assez juifs, parce qu'en fait, ils étaient un peu trop foncés, quoi. Donc, visiblement, il y avait aussi des critères raciaux, pas que des critères de foi, et même d'historicité. Voilà. Tu défends l'existence ou la politique? Oui, bon, ça, c'est pas moi que c'est... Le peuple israélien est aussi victime de la politique du gouvernement israélien. Non, mais d'accord. Là, si on parle de gouvernement et si on parle de mission diplomatique, c'est comme quand je vous dis, la France, c'est un pays conservateur, rétrograde, raciste et d'extrême droite. Alors, c'est pas tous les Français. Mais la politique mise en place par la France et les différentes politiques qui visiblement remportent les différents scrutins et se retrouvent en situation de gouvernance, oui, ils obéissent plutôt à cette règle. Non mais le yiddish, par exemple, la langue yiddish a totalement été évincée, et il ne reste aujourd'hui de la langue yiddish que ce qui est parlé dans des groupes, genre chez les Haredim, mais dans des groupes qu'on va aujourd'hui appeler ultra-orthodoxes, parce que c'est les seuls à les avoir conservés pour des raisons idéologiques, à la base.
le théâtre populaire ashkénaze, même la culture populaire ashkénaze a totalement été évincée, quoi. Enfin, on est quand même passé de 13 à 16 millions de personnes qui parlaient ashkénaze en 1900, dans les années 30. Alors évidemment, il y a eu la Shoah entre-temps. Il en restait à peu près quand même 10 millions. Entre 8 et 10 millions au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le yiddish, c'est quoi? C'est combien de personnes le yiddish? C'est ridicule aujourd'hui en termes de locuteurs. Ah, il y aurait moins de 500 000 personnes qui parleraient yiddish encore. Et il faut savoir d'ailleurs que le yiddish n'a pas de statut officiel en Israël. Par contre, il a un statut officiel en Suède, comme quoi, et en Russie. Dans le Biélorussie, uniquement. Donc bref, sur cette question, moi, Israël-Palestine, au bout d'un moment, désolé quoi, mais faut arrêter de soutenir quoi. Faut arrêter de soutenir concrètement. On parle beaucoup de ce qu'a annoncé l'Espagne, mais en fait, c'est un moindre mal quoi. Vraiment, c'est un moindre mal. Et en fait, sur cette question-là, de toute façon, le meilleur exemple est probablement l'Afrique du Sud. La sélectivité avec laquelle on soutient Israël comparé à d'autres et le tollé que ça représente, ça correspond assez bien à ce qu'était l'Afrique du Sud de l'apartheid. Personne ne soutient le gouvernement d'Israël est ultra isolé. Sur des questions de faut-il reconnaître l'État de Palestine, visiblement il y a quand même consensus dans la population israélienne de non. Ce pays ne doit pas exister. Quand même. Moi je veux bien hein, que Netanyahou soit mis en minorité ou soit en problème, enfin mise en problème. Je crois que malheureusement, une majorité de la population israélienne, ça c'est un truc que j'ai lu il y a quelques jours encore, soutient le fait qu'il faille régler le conflit israélo-palestinien coûte que coûte, c'est par coûte que coûte, comprenez, par la conquête aussi, quoi. Donc bon. Puis encore une fois, même, ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change puisque, enfin, je veux dire, ce que vous dites pour Israël est probablement vrai pour la Russie, quoi. Oui, la population russe est aussi désinformée. Oui, quelque part, elle est aussi l'otage d'une guerre qu'elle n'a pas voulu et qui a été déclenchée par Poutine. D'accord. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
Ouais. Écoutez, hein. Mais tout ce sujet, en tout cas, sur l'exclusion de l'Afrique du Sud, des compétitions internationales ou des sanctions économiques, enfin ça, c'est des sujets qu'il y avait dans les années 80, les années 70 plutôt, sur l'Afrique du Sud. Et sur laquelle l'Occident, tout en expliquant que c'était pas bien, décidait quand même malgré tout de fermer les yeux, quoi. Donc tout ça, c'est... Écoutez. Et l'apartheid, ça a duré 50 ans. Hein. Et au passage, on a commencé à parler de boycott d'Afrique du Sud dans les années 60, 70, 60. Bien après que ça ait commencé, je crois que c'est après les émeutes de Soweto ou quelque chose comme ça. Non, c'est avant. C'est avant. Et peut-être Soweto. Enfin bref. Et là-dessus, bon bah. J'ai un pote qui allait là-bas parce que son père a pris un poste en Afrique du Sud. Et être blanc, des fois, fallait se cacher, mais être noir, ça voulait dire être pauvre. Après, alors. Enfin, sujet compliqué l'Afrique du Sud. J'avais une vidéo que j'avais commencé à écrire là-dessus, que j'ai pas fini. Parce que vidéo super. Je veux pas que je sorte ça maintenant, avec ce qui s'est. Avec le fait que certaines personnes soient là comme un chien de faïence à me regarder, machin. J'ai pas envie de rajouter de la controverse à la controverse. Mais il y a pas mal de. En ce moment, il y a pas mal de sujets sur l'Afrique du Sud, notamment qui ont été réactivés par Elon Musk. Qui ont redonné une vie et une visibilité à des sujets en lien avec l'Afrique du Sud par Elon Musk. Elon Musk, par exemple, explique que les Blancs subissent un génocide culturel en Afrique du Sud. Et du coup, moi, j'avais commencé à faire une vidéo sur l'histoire de l'Afrikaans, qui est une histoire super complexe. Très complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, que ce qu'on imagine. Déjà parce qu'en Europe, en France, on met dans le même lot deux types de blancs, qui sont les blancs afrikaners et les blancs anglo-saxons, qui n'ont pas tout à... Enfin, en fait, qui à la base n'ont pas la même existence politique ni le même intérêt, qui même se sont fait la guerre. Et bref, c'est un sujet compliqué. La langue afrikaans, par exemple, aujourd'hui, on associe ça vachement aux colons, alors que la langue afrikaans, elle est aujourd'hui majoritairement parlée, et surtout parlée par ça s'appelle les colords, donc des métis, pas par des blancs. Et c'est vrai que la population blanche en Afrique du Sud a tendance à émigrer assez largement, notamment vers les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Non, j'ai pas vu le lien de Bill Gates avec l'Afrique du Sud, non. Et c'est un sujet un peu compliqué, ce sujet-là. Les US de Trump ont même mis en place un truc humanitaire pour les blancs persécutés d'Afrique du Sud. Mais c'est vrai que une partie de la population blanche, qu'encore il y a blanc et blanc en Afrique du Sud, est assez pauvre et a tendance à émigrer. C'est vrai. Mais c'est une population qui était déjà peut-être, enfin, faut que je vérifie ça, mais qui était déjà en situation de précarité. En fait, il y a toujours eu, alors je vais pas vous rentrer dans le détail, mais il y a aussi et d'ailleurs à l'origine, beaucoup
de blancs, du coup, qui viennent des Pays-Bas, c'est des pauvres. Contrairement aux blancs anglo-saxons qui sont plutôt les riches. Et donc il y a un clivage social à l'origine. Et en gros, de manière très résumée, le fait d'avoir introduit la question raciale à l'anglo-saxonne en Afrique du Sud quand c'est devenu une colonie anglo-saxonne, ça a permis en gros de fédérer les blancs contre les noirs, et donc en fait de diviser aussi le prolétariat pour mettre les intérêts de la race au-dessus des intérêts de la classe. Globalement, en gros, globalement. Bah, j'ai lu sur le sujet parce que j'ai commencé à écrire une vidéo. Et c'est intéressant, cette histoire, elle est super intéressante. Mais c'est un peu touchy d'en parler, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas de ces gens-là que Musk parle, connaissant l'histoire de sa famille, surtout son père. Bah c'est ça. C'est que par contre, Elon Musk, lui, vient d'une famille riche. Mais par exemple, il y a des... C'est dans les années 10, 1910 ou 1920, je crois, il y a par exemple des blancs prolétaires qui bossent à la mine en Afrique du Sud, qui sont plutôt du coup des afrikaners, qui travaillent pour le compte des anglo-saxons, des nouveaux colons venus du Royaume-Uni, qui en gros se plaignent du fait que les anglo-saxons préfèrent prendre des noirs pour les faire bosser parce qu'ils peuvent être rémunérés 2 fois ou 3 fois moins. Et que du coup, ils représentent une concurrence déloyale. Qu'est-ce que t'as ? Mais là, je vous sors tout ça de tête, hein, c'est un peu compliqué, mais bon. Mais oui, c'est pas le cas d'Elon Musk. Mais Elon Musk, du coup, parle de ça. Parce que Elon Musk, en fait, lui aussi, justement, il intègre la notion raciale au-dessus de la notion de classe. Et bien la notion de race au-dessus de la notion de classe. Je crois qu'il est parti tôt en plus. Hein. Non mais déjà sa mère elle est pas native d'Afrique du Sud, sa mère elle est canadienne. Son grand-père était aviateur aussi, blablabla. C'était une famille de voyageurs, c'est une famille de riches en fait à la base. Visiblement, il a même une partie de sa famille en Zambie. Elon Musk, il vient d'où lui ? Ouais. Après, bon, c'est pas une vidéo sur Elon Musk, mais c'est lui qui réactive ce truc, Elon Musk. Mais en fait, c'est juste que parler des Blancs en Afrique du Sud, c'est ne pas faire de distinction entre plusieurs communautés qui sont quand même relativement distinctes. C'est comme parler des Noirs en Afrique du Sud, il y a plusieurs communautés noires différentes aussi, il y a plusieurs types de populations noires et métissées. Parce que vous avez aussi pas mal, alors ça c'est le point de détail, mais ça c'est vrai que c'est un invariant, on va dire, dans l'Empire colonial britannique. Vous avez aussi une grosse part de population originaire d'Inde ou d'Asie du Sud-Est, dans toutes les colonies. Au Singapour par exemple, ou en l'occurrence l'Afrique du Sud, parce que c'était aussi des travailleurs qui venaient des colonies, quoi. Je sais qu'il est sud-africain, Elon Musk. C'est juste que voilà, sur le sujet de la langue afrikaans, les blancs en Afrique du Sud, c'est un sujet qui est assez compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo n'est toujours pas sortie, parce que c'est complexe, quoi.
c'est complexe et que j'ai surtout pas envie de mal m'exprimer ou de mal expliquer certaines choses. Et oui, il y a aussi un phénomène d'émigration d'une partie de la population blanche d'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc voilà, bon. Si tu veux, petit chat. Ils émigrent au Royaume-Uni. Ce que j'ai vu, Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Mais encore une fois, en fait, les gens qui parlent l'Afrikaans, ce ne sont pas que les blancs, et c'est même plutôt pas des blancs aujourd'hui. Et depuis tôt, en fait, depuis assez tôt. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas parlé qu'en Afrique du Sud, au passage. C'est aussi pas mal parlé en Namibie. Bah là, j'ai pas de chiffre en tête parce que, encore une fois, le script, je l'ai écrit maintenant il y a quelques mois et je l'ai mis de côté. Mais je crois que c'est depuis les années 2000. De tête, c'est depuis les années 2000 à peu près. Ouais, la majorité. Aujourd'hui, les locuteurs de l'Afrikaans, c'est donc 2,7 millions de blancs, 3,4 millions de colords, donc des métis, 240 000 noirs et 10 000 indiens. Donc les colords, c'est des gens ethnie mélangée quoi. Issus de mélanges entre européens, khoi-khoi, malais, indiens, malgaches, mozambicains, mauriciens. Voilà, mélange de tout quoi. Oh. Bah là, je peux pas te répondre, j'ai pas envie de dire de bêtises, je peux pas te répondre. C'est écrit sur Wikipédia, je vais aller regarder. Euh, je sais pas. Peut-être écrit sur l'article anglais. Modern History, Post-Apartheid Era. Ils ne sont pas plus victimes d'attaques racistes que les autres. Ça, c'est a priori, ça a l'air d'être sûr.
La tendance, c'est ce qui s'est parti poursuivre la dynamique du Zimbabwe, je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Faudrait que je check. Faudrait que je recheck. Oui, oui, l'Afrique du Sud, on en parlera plus tard. Oui, c'est compliqué l'Afrique du Sud. En fait, c'est compliqué parce que c'est un pays qui à la base est la fusion de plein de régions et territoires euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas les mêmes logiques, quoi. Ouais, c'est très hétéroclite. Après, du coup, ça fait que de parler de Trump quand je recherche ça, mais puis Trump, il en avait pas encore parlé à l'époque. Depuis, alors, apparemment, entre 1985 et 2021, c'est 612 000 blancs qui ont quitté l'Afrique du Sud avec un exode particulièrement important depuis 2001. Ceux qui partent le plus sont les plus éduqués et les plus riches. Apparemment. C'est sur The Week. Avec comme destination, bah, du coup, Royaume-Uni, Australie, États-Unis, c'est ce que je vous disais. Voilà. Et pour des raisons essentiellement politiques. Oui, c'est plutôt beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Pour des raisons politiques et économiques. Voilà. Donc oui, effectivement, il y en a beaucoup qui sont partis. Ou il y en a beaucoup qui continuent de partir. Combien ils sont aujourd'hui? Ils sont 4 millions et demi. Ils sont 4 millions et demi, mais c'est une population qui était déjà de 4 millions et demi en 1999, même avant. Une population qui était même de 5 millions en 93, donc c'est une population qui a tendance à réduire, effectivement. C'est l'Afrikaans qui a été écrit avec l'alphabet arabe aussi à une époque. Oui, tout à fait. Tout à fait par les Malais qui étaient musulmans. Et d'ailleurs, je crois que la première mosquée d'un pays anglo-saxon, je crois que c'est en Afrique du Sud. À l'époque, je sais plus, ça, je l'ai vu de ça de tête de loin, mais. Ouais, les Blancs représentaient 22% de l'Afrique du Sud en 1911. Ils représentaient encore 18% en 1982. Aujourd'hui, ils représentent 7% de la population. Donc aujourd'hui, ils représentent 3 fois moins de pourcentage de population que ce qu'ils représentaient il y a 30 ans. Il y a 40 ans plutôt. Donc oui, ça a tendance à réduire et à continuer de réduire. Ils vont bientôt passer sous le seuil des 7%. Donc leur population peut paraître stable, mais en fait non, puisque bah, du coup elle se renouvelle pas, tendance à réduire, à s'éroder, dans un contexte où la population globale de l'Afrique du Sud, elle par contre, elle grandit vraiment de manière assez importante.
Mais a priori, les blancs qui partent d'Afrique du Sud sont les blancs les plus riches et les plus dotés. Bah, ceux qui ont les moyens de partir, quoi. C'est comme toujours, hein, c'est comme un peu toujours le cas dans les phénomènes d'immigration. Hein. Ceux qui ne peuvent pas partir ne partent pas. Hein. Donc la dynamique, c'est plus de blancs ou quasiment plus en Afrique du Sud. Bah, c'est surtout que c'est une population stable, voire qui s'érode un petit peu. Dans un contexte où l'intégralité de la population autour, elle, grandit. Donc ils représentent une minorité ils sont de plus en plus en minorité, oui. Donc la population, elle va pas disparaître, hein. C'est juste que elle est de plus en plus, c'est une minorité de plus en plus importante. Enfin, c'est une minorité de moins en moins importante. De plus en plus minoritaires. Ils sont de plus en plus minoritaires. Euh, Pourquoi ils partent? Bah pour des raisons économiques et culturelles. Je sais pas. Est-ce que tu veux? Et visiblement, ce sont surtout les blancs de langue anglaise qui... Alors, ça a l'air d'être un peu de tout, mais c'est globalement quand même beaucoup des blancs de langue anglaise qui partent. Alors, c'est pas fou en termes de surpourcentage. Mais ça m'étonne pas trop, si jamais c'est les plus éduqués, ça m'étonne pas trop. Donc ouais, cette population tend à réduire. Mais encore une fois, il y a deux communautés blanches. Il y a la communauté afrikaner, c'est la communauté anglo-saxonne, quoi. Anglo-sud-américaine. Ce n'est pas la même. C'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes intérêts, c'est pas la même histoire, etc. etc. Donc ouais, les afrikaners ont un taux d'immigration beaucoup plus bas que les Sud-Africains d'origine anglaise. C'est sur l'article Wikipédia South African Diaspora, si vous voulez, vous êtes intéressé. Donc oui, il y a une émigration blanche. Assez importante, mais qui du coup est peut-être aussi celle qui concerne les colons arrivés plus récemment. Il faut savoir que les premiers blancs qui arrivent en Afrique du Sud, c'est au XVIe siècle. Hein. Le gouvernement sud-africain est plutôt content qu'ils partent. Je pense que j'en sais rien. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais du coup, ouais, il y a un vrai sujet. Bon, ça, peu importe, mais voilà. C'était les Hollandais, les premiers Européens là-bas. C'était beaucoup de paysans de Zélande qui se sont un peu fait prank, je crois, à la base, puisque, en gros, on les a envoyés là-bas. Eux, ils pensaient qu'ils allaient rentrer, puis finalement, ils sont pas rentrés. Comme souvent, d'ailleurs. Hein. Souvent ça. Les histoires migratoires, c'est souvent des gens qui partent à un endroit, qui disent « J'y reste pas ». C'est pour rentrer et ils rentrent pas. C'est le cas dans beaucoup de phénomènes migratoires. Là, j'ai préparé je suis en train de faire une vidéo là-dessus, là. Et ouais. Et après, c'est quand la colonie est passée sous pavillon britannique, les colons blancs et
et assimilé. Donc les Griquas aussi, qui ne sont pas du tout des colons blancs, c'est une population africaine qui a adopté la langue afrikaans. Les populations malaises, indiennes aussi, qui leur servaient d'esclaves, de femmes, ce que vous voulez, malgaches et tout, ont migré vers l'intérieur des terres pour constituer les États du Transvaal, d'Orange, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'évolution linguistique de l'afrikaans, ou de l'anglais dans la population blanche, l'anglais a tendance à réduire. Non, pas du tout tendance à réduire, tendance plutôt à être stable. Non, elle a eu tendance à réduire, elle remonte un peu. La langue africaine, c'est stable dans la population blanche. Donc bon, dans un phénomène où la plupart parlent de plus en plus anglais, hein, où l'anglais gagne du terrain. C'est compliqué la question linguistique en Afrique du Sud, en fait, elle est super complexe. Je crois qu'ils ont 9 langues officielles en Afrique du Sud. Et c'est... Non, ils en ont 12. Ils en ont 12. Et la plus parlée, dont on ne parle jamais, c'est le Zoulou. Voilà, le Zoulou est la langue la plus parlée de très loin. L'anglais, ça doit être 4e ou 5e langue. Et c'est la langue qu'on associe le plus à l'Afrique du Sud, et c'est la langue qui a la meilleure poussée démographique. Il y a un moment donc où ils ont trouvé des diamants, ils se sont dit que c'était pas si mal, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas... Encore une fois... En tout cas, bref, le Zoulou, le Xhosa, je sais pas trop comment on dit, le Tswana, le Soto, etc., c'est les langues encore qui sont vraiment très parlées. Bah, du coup, l'anglais sert de langue véhiculaire. Ils ont une poussée... L'anglais a une poussée du nombre de locuteurs qui est démentielle. Et de plus en plus de populations noires adoptent l'anglais comme langue véhiculaire plutôt que l'afrikaans, ce qu'ils associent à l'apartheid, alors qu'en réalité, le système de l'apartheid, moi, de ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, il vient et surtout de l'administration coloniale britannique. Donc, mais l'anglais paraît plus cosmopolite. Ce qu'il est, hein, probablement. Pour le coup, l'anglais, c'est aussi vraiment une langue de la ville, quoi. Et donc moi, alors ma take, qui est une take qui paraît folle des fois, mais bon, je la refais quand même. Les blancs en Afrique du Sud, ils ont le droit de vivre là-bas. Enfin, dans le sens où il y en a, ça fait 4 siècles qu'ils sont là-bas, les blancs, pour certains, hein, pour les plus vieux. Au bout d'un moment, quand ça fait 4 siècles que tu habites à un endroit, bah t'es de l'endroit, quoi. Ces gens-là n'ont pas plus de liens avec l'Europe que beaucoup de populations qui ont des passés migratoires liés aux grandes découvertes, quoi. Ça n'a pas beaucoup plus de sens de dire dehors les blancs, rentrez chez vous en Afrique du Sud, que ça en a au Québec. En gros, pour le dire assez simplement. Au bout d'un moment, oui, enfin les blancs là-bas, bah, maintenant ils sont là-bas, quoi. Ils habitent là-bas, quoi. Pourquoi les blancs ne s'intègrent pas plus dans la population noire en parlant le zoulou? Je sais pas, il doit en avoir, hein. Mais après, vous savez, je vais pas vous apprendre que les langues, elles ont...
elles ont des prestiges différents. Et hélas, hein, je dis bien, il n'y a aucune langue africaine qui ait quelque prestige que ce soit aux yeux du monde. Même l'arabe, déjà, c'est juste. Alors que l'arabe, c'est quand même une langue très très parlée dans le monde, hein, à l'échelle du monde. L'anglais paraît plus international, plus prestigieux, plus stylé, plus ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est évidemment quelque chose que je déplore, moi, mais bon. Je peux déplorer tout ce que je veux, hein. Je peux déplorer, qu'est-ce que ça change? Mais oui. Mais c'est le cas déjà en Afrique. Mais en fait, ça, c'est même pas une question de blanc, j'ai envie de vous dire. Les pays africains, en globalité, hein, au global, privilégient des langues européennes comme langue de travail, en mettant le Maghreb de côté. Par exemple, le Sénégal, qui est un exemple qui est quand même assez étudié maintenant. Le Sénégal est un pays qui privilégie de très loin le français dans ses interactions internationales, mais aussi dans ses interactions médiatiques. Le Sénégal n'est pas la langue majoritairement parlée enfin, le français n'est pas la langue majoritairement parlée au Sénégal. Non, mais il y a aussi des questions de les différentes bourgeoisies africaines, aujourd'hui constituées et aujourd'hui en place, ont été éduquées aussi par les Européens, aux intérêts des Européens et à une vie culturelle européenne. Et elles ont été européisées quelque part. Et en fait, quand la France, par exemple, se retire d'Afrique, non sans mal, la bourgeoisie, les différentes bourgeoisies qui succèdent dans les différents pays qui obtiennent l'indépendance sont des bourgeoisies africaines, locales, mais francisées et acquises aux intérêts de la France. Ce qui permet d'ailleurs la poursuite et la continuité d'une politique néocoloniale. C'est pas une question de praticité non plus, hein. C'est une question de politique linguistique. Et c'est pareil pour les pays anglo-saxons. Pour les pays qui ont été colonisés par les anglo-saxons. Quand vous voyez que dans un pays comme le Congo, non, le Congo est le pays le plus francisé d'Afrique, ça c'est, je crois à peu près. Ou la Guinée peut-être, je ne sais plus. Mais genre en Centrafrique, il y a combien de gens qui parlent français en Centrafrique, en République centrafricaine? Combien de gens parlent français? On va regarder. Démographie, langue. Langue en République centrafricaine. Le français est la langue maternelle de 7,5% de la population de République centrafricaine. Voilà. 7,5%. Le parle en langue tant que langue maternelle. Et vous avez 17% qui l'utilisent comme langue seconde. Donc en gros, ça a été leur langue, c'est pas leur langue maternelle, mais c'est la langue de l'école pour eux. Donc vous avez à peu près un peu moins d'un quart de la population de Centrafrique qui parle français. Voilà. Eh bien, c'est la langue principale de l'administration, de l'éducation, des médias. Point. Ce n'est pas la langue la plus parlée. A priori, la langue la plus parlée, c'est le sango. Ce que je voulais que je vous dise. C'est comme ça. Et c'est parce qu'il y a eu une histoire coloniale qui fait que. Là, récemment, alors ça dit, ça fait une dizaine d'années, le Gallo n'a pas plus de locuteurs que le Breton, ça pourrait kiff-kiff. Hein. Ça fait quelques années que, précisément, les Blancs, en Afrique, se mettent à apprendre les langues africaines. Et vous avez même des influenceurs blancs, et pas que blancs d'ailleurs, qui parlent la langue locale, ou la langue du coin, et qui sont même influenceurs dans la langue du coin. J'en parlais de ça avec Thomas Holland. Thomas Holland qui est au Sénégal, justement. Et qui, lui, parle Wolof. Il me semble qu'il parle Wolof. Et il m'expliquait ça,
qu'il y a de plus en plus sur Instagram de blancs qui parlent, qui Congo, qui parlent Wolof, qui parlent Peul, etc., etc. Et c'est un truc de fou pour les Africains. Qu'ils aient des blancs qui, pendant longtemps, avec quand même l'image du colon, etc., dans des pays où la norme est de parler la langue des Européens pour avoir accès à la culture européenne, à ce monde européen, etc., d'avoir des Européens qui, eux, se mettent à s'intéresser aux cultures locales et à en apprendre les langues. Et c'est vecteur de légitimité. Pour eux, voilà. J'ai dû expliquer que le galop existait et que c'était pas de retournant fougère à la base. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ce phénomène-là, alors moi je le connais très mal, je suis ça de loin et j'en ai entendu parler. Et puis vous savez, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet de la langue en Afrique, notamment les bouquins de Cécile Canu qui sont trop bien, enfin faut vraiment les lire. Notamment sur la place du français au Mali et au Sénégal. Moi j'en parle souvent, voilà, parce que je trouve vraiment ça assez éclairant. Et très loin de la représentation qu'on se fait en France, y compris à gauche, de ce qu'est la langue française en Afrique, parce qu'en fait, à gauche, il y a encore cette idée très néocoloniale au 19e siècle que les Africains parlent français, c'est génial, il faudrait tous qu'on s'en félicite, sans se poser la question de pourquoi, de comment, de ce que ça implique et de qu'est-ce qui fait que c'est entretenu comme phénomène, voire en progression par endroits. On a envie de se réjouir du fait que, un peu pour nous appeler à une forme d'humilité, de nous dire, regardez, aujourd'hui, la première ville la plus francophone au monde, c'est pas une ville française, du coup le français nous appartient plus vraiment, donc il faut qu'on reconsidère notre position, le français est internationalisé, le français c'est aussi Abidjan, c'est aussi... c'est le Congo, c'est la Guinée, etc. D'accord. Sauf qu'à quel moment, dans le paysage francophone actuellement, vous avez des artistes congolais, des artistes sénégalais, des artistes ivoiriens, qui ne sont pas en même temps issus de l'immigration en France et basés en France. En fait, ça n'existe pas, ou quasiment. C'est vraiment très marginal. Donc en fait, non, il n'y a pas un univers culturel et un univers linguistique qui soit commun. Et où tout le monde aurait ses chances. Non, mais Nakamura, elle habite en France. Enfin, c'est genre une immigrée venue du Mali. Donc, c'est pas une artiste. C'est pas une artiste qui a été au Mali, qui a percé au Mali et qui existe dans l'espace francophone parce que le Mali est intégré au même titre que la France dans le même espace. Mais c'est parce qu'en fait, le français en Afrique, c'est pas le français en France. Et quand tu peux dire ça, on peut dire oui, mais là, tu fais du jugement de valeur, t'es raciste, etc. Non. Enfin, moi, qui ai des francophones là-bas, il faut aussi qu'ils soient intégrés dans l'espace culturel francophone. C'est juste que c'est un peu comme dire je vois pas les couleurs, le racisme ça n'existe pas parce qu'on voit pas les couleurs. Et en fait non, le français en Afrique, ce n'est pas le français en France, ce n'est pas les mêmes mots, c'est pas le même usage, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas exactement les mêmes parlers d'ailleurs. Quand vous avez des Africains, c'est un peu généraliste, hein, mais par exemple des Sénégalais qui parlent français entre Sénégalais, c'est un français que vous pouvez ne pas comprendre, et c'est normal, parce que ce français-là aussi évolue dans une sphère culturelle et politique qui n'est pas en contact directement avec la nôtre. Et du coup, le français du Sénégal, c'est pas le français de France. Et ça, on s'en rend compte. Et comme il a cette spécificité-là, de toute façon, il est d'office disqualifié. Et donc, tout ça pour dire que moi, je suis pas pour qu'on trouve ça stylé, que les Africains parlent français. En fait, c'est surtout la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils parlent français, qu'est-ce qui entretient ça. Bah, c'est une politique néocoloniale, aussi. Donc, ceux qui sont français langue maternelle et qui veulent prétendre à cet espace francophone, bah, qu'ils le puissent, évidemment. Et là, il y a clairement des barrières qui sont des barrières géographiques et sociales, de fait. Et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrête peut-être d'avoir une politique néocoloniale en Afrique et qu'on arrête d'imposer le français à des gens qui n'ont rien demandé là-bas, quoi. Aussi. Elle a apporté sa culture. Mais c'est très marginal, c'est très à la marge, c'est très anecdotique. L'apport de ce que c'est la culture sénégalaise via la langue française à la culture française, désolé, c'est ridicule. C'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, le transfert, il est quasi unilatéral. Mais ça, c'est dans tout phénomène d'impérialisme linguistique, c'est le cas, et d'impérialisme culturel. Le transfert est très souvent unilatéral, ou très largement unilatéral. Il est bilatéral à la marge. Donc oui, on inonde beaucoup l'Afrique
l'ancienne Afrique francophone, enfin l'ancienne Afrique française, l'Afrique francophone aujourd'hui, de produits culturels français, et carrément il y a quand même une forme de mise sous tutelle politique et culturelle de ces différents pays à la France, et à la marge, on récupère un peu. Mais on récupère beaucoup moins que ce qu'on impose. Voilà, c'est qu'on récupère un peu, par exemple, on récupère des talents suisses, oui, mais bon, on en envoie surtout beaucoup. Donc voilà, c'est comme dire, oui, mais regarde, l'Amérique n'a pas d'impérialisme culturel sur le reste de l'Occident. Regardez, il y a des fois il y a un acteur français ou un acteur suédois qui perce à Hollywood. Oui, mais bon, structurellement parlant, le transfert il est quand même surtout unilatéral. C'est le cinéma américain est produit aux États-Unis et est diffusé très largement et quasi unilatéralement à tous les pays de la sphère occidentale avec les valeurs américaines, le discours américain, et qu'il y a un acteur suédois ou qu'il y a un acteur français dans l'eau n'y change pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce que les États-Unis récupèrent de l'Europe ? Quasiment rien, quoi. Enfin, c'est très à la marge. Tu parles du Canada dans ton bouquin, quid du français vs anglais là-bas. Sujet très compliqué. Très compliqué, puis ça dépend où, en fait. C'est pas la question du français en Ontario, c'est pas la question au Québec, c'est pas la question en Nouvelle-Écosse, c'est pas la question... Voilà. Donc tout ça est un sujet éminemment compliqué, la question de l'impérialisme linguistique, et c'est une question où moi je trouve qu'à gauche, elle est très très empreinte encore de néocolonialisme. Et quand moi je commence à me dire, à faire mon truc, on me dit « Ah non, mais en fait t'es raciste !» En gros t'es raciste parce que tu vois les couleurs, mais oui, mais enfin, au bout d'un moment, le français au Sénégal, c'est pas le français en France. C'est pas un jugement de valeur que de dire ça. Ça part d'un constat politique. Et d'un constat linguistique aussi. Ces gens-là ne sont pas mis à égalité. Alors moi, je suis tout à fait pour, qu'on soit d'accord, qu'on intègre qu'on fasse un collège des francophones, tout comme on le propose parmi les linguistes intégrés, c'est même pas la question. C'est au bout d'un moment, comment est-ce qu'aussi on met ça en place tout en évitant de continuer un phénomène de francisation des anciens pays de l'Empire colonial français en Afrique, et comment est-ce que pour ces pays-là, ça peut être synonyme aussi d'indépendance culturelle et politique vis-à-vis de la France qui continue un peu trop d'avoir d'ingérence de ce côté-là et du coup d'avoir une politique impérialiste. La question, elle me paraît aussi tout aussi centrale, quoi. Ironiquement, les romantiques de droite sont plus respectueux des langues et des traditions locales que les gens de gauche. Non. C'est du décorum pour eux. C'est du cache-sexe, c'est comme l'extrême droite qui dit no SDF. Alors qu'en fait, à la fin, quand l'extrême droite au pouvoir, elle fait rien pour les SDF. Elle fait tout pour les puissants et elle fait rien pour les pauvres. Même quand ils sont blancs et même quand ils sont dans la rue. C'est pareil pour la droite et l'extrême droite avec les langues régionales. Les langues régionales, c'est vraiment... c'est du totem. Pour la droite et pour l'extrême droite. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent vraiment les couilles. Pourquoi favoriser le français là-bas ? C'est une langue de colon, elle doit en disparaître. Le français doit avoir, dans les différents pays où il est parlé, la place que les communautés de ces pays leur auront décidé. C'est pas à nous de décider quelle doit être la place du français en Afrique. Ou alors on dit que oui. Ou alors on dit que... Et ça, c'est la question que j'avais posée à l'époque sur le Discord Insoumis en 2017 pour la campagne, parce que le livret de la francophonie était pour moi un livret néocolonial. Et à ce compte-là, il faut l'assumer. Il faut dire, nous on pense que la langue française, elle est meilleure que toutes les autres, et les valeurs qu'elle véhicule... Allez, on va savoir ce que ça veut dire, parce que toutes les langues peuvent véhiculer toutes les valeurs au fond. C'est meilleur, nous c'est mieux. Donc comme nous c'est mieux, notre langue elle doit gagner, et donc l'impérialisme culturel, le nôtre, il est moins pire que celui des autres. Et que si nous on se retire, celui des autres va s'imposer, donc autant que nous on gagne. Et après on joue cette carte, mais alors faut être clair, faut le défendre. Faut considérer que notre impérialisme colonial, culturel et linguistique est meilleur que celui des autres. Et à partir de là, on l'assume. Mais actuellement, ce qui se passe dans les différentes, alors je vais dire dans les différents programmes, et des fois c'est même pas vraiment très programmatique, mais dans les différentes prises de position à gauche en France, en sortant l'extrême gauche du lot, quand même, les différents partis anticapitalistes, genre le NPA, Lutte ouvrière aussi probablement, PCF compliqué, ça dépend où, mais France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et PS, globalement, le programme linguistique, il est très peu étudié, très peu théorisé, et quand il est profondément néocolonial, puisque
ils considèrent que c'est bien que l'Afrique parle français. Genre, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui n'est même pas questionné. C'est quelque chose qui est à célébrer quelque part. Mais parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'est vu d'un point de vue purement franco-centré. Hein. Donc bon. Une langue, ça te construit dès l'enfance, c'est hyper constitutif de ton être et de tes pensées. Oui, mais il faut arrêter d'essentialiser les langues aussi en termes de valeur et en termes de ce que ça impose ou pas. Enfin, c'est important, ça structure, mais pas que. Enfin, au bout d'un moment, naître dans la langue anglaise ne fait pas de toi, par définition, un néo-capitaliste. Tout comme naître dans la langue allemande ne fait pas de toi un votant de l'AfD. D'ailleurs, pendant longtemps, l'allemand, c'était la langue de Marx, hein, surtout, avant tout, avant toute la langue d'Hitler, hein, rappelons-le. Donc, il ne faut pas non plus essentialiser trop les langues là-dessus, sur ce que ça peut véhiculer ou pas. Mais oui, il y a quelque chose de très 19e siècle, de très on apporte la civilisation, de très oh, regardez des Noirs qui parlent français. C'est que quelque part, ils sont un peu intelligents aussi. Il y a ce côté-là, quand même, un peu gênant, je trouve. Et il y a beaucoup de gens à gauche qui trouvent ça très bien qu'on parle français en Afrique, mais qu'on parle des langues africaines en France, qu'on les perpétue, qu'on les transmette, c'est une rupture du contrat républicain, quoi. Parce qu'il y a quelque chose de oui, mais la France, la langue française est en partage, l'identité française, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une race, ce n'est pas ceci, c'est notre langue, et qu'il faut tous jouer le jeu, du coup, il faut tous l'apprendre, et puis il faut, s'il vous plaît, oublier les autres. Il y a cette idée quand même, encore très très profondément ancrée, chez beaucoup de personnes à gauche, qui moi me rebute. Hein, je trouve que l'un des plus grands drames de l'immigration dans ce pays, c'est que les immigrants ne continuent pas à perpétuer leur langue. C'est un peu, moi je trouve ça un peu triste, quoi. Des langues, on peut en parler plusieurs. Donc bon. Souvent, c'est là-dessus, moi ça me fatigue, on essaie de venir me coincer en mode ah mais toi de toute façon tu parles que de langues, des langues régionales, c'est un truc un peu de fave, d'identitaire. Et puis on essaie de me coincer en mode ah bah alors tu penses quoi de l'arabe dans le 93, tout comme c'était censé régler toute la question et comme c'était censé débusquer le raciste caché qui est en moi par celui qui lui ne voit pas les couleurs et ne se rend pas compte que vouloir faire en sorte que toutes les langues de France disparaissent, c'est quelque chose de plutôt positif, alors que clairement selon moi ça représente plus du problème que de la solution. Mais moi, si jamais il y a des régions, des pans entières de la société en France où l'arabe est la langue commune, et ben que l'arabe devienne, oui, la langue de ce groupe et qu'elle ait reconnaissance comme telle. Mais en fait, il se trouve que ça n'existe même pas. On a fait une vidéo où on en parle avec Clément. La plupart des Arabes de ce pays ou des gens qui viennent de pays arabes parlent français en fait, parlent français et ne parlent même plus arabe. Parce que contrairement à une idée reçue, qui visiblement est aussi très très ancrée à gauche, l'immigration des pays du Maghreb et des pays du Levant, enfin des pays arabo-musulmans comme on les désigne, ce n'est pas une immigration très rigoriste d'un point de vue culturel ou religieux. C'est beaucoup des gens qui finissent par qui sont d'ailleurs de base sécularisés sur le plan religieux et qui adoptent très rapidement je crois que c'est plus de 3/4 d'entre eux, le français comme langue familiale. Comme on en parlait dans cette vidéo-là, les Arabes, comme on les appelle, abandonnent plus facilement leur langue quand ils sont en France que les Anglais, ou que les Italiens, que les Espagnols, etc. Il y a quelque chose de profondément aussi mal construit et mal conçu sur cette question-là. Ah bah il faut, pour savoir quelle langue parlaient tes ancêtres, il faut avoir des infos directes, quoi. Et oui, on a un vrai problème d'assimilation en France. On a un problème d'assimilationnisme même. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je le redis, on a quand même pas mal de territoires en France qui sont dépeuplés, qui sont en voie de décrépitude. On a même des villages entiers qui sont abandonnés. Je
je suis sûr que certaines personnes, certaines populations dans le monde seraient très ravies de s'y installer et d'y faire leur vie. Voilà. Pour faire des appels à candidature, offre village. Voilà. Pour les Italiens et les Allemands aussi, c'est le cas. Pour les Allemands et les Italiens aussi, c'est le cas, si à la marge aujourd'hui. Alors après, comme je disais dans cette vidéo-là, c'est tout le monde finit par de toute façon apprendre le français. Voilà. Mais en fait, si. Désolé. Les immigrants européens à grosse langue, c'est-à-dire à langue de prestige, et on peut établir une échelle, hein. Mais italien, espagnol, allemand, ça va, hein, comparé à lituanien, polonais ou serbo-croate, hein, globalement. Sont plus réticents à apprendre le français, ils mettent plus de temps et ont moins d'incentive, on va dire, hein, que les autres. Condition de faire des référendums sur la question. Il y a des villages vides. Voilà, on a de la place. Les Chinois abandonnent leur langue. Alors les Chinois ont de grosses difficultés à apprendre le français. Mais ils finissent par l'apprendre. Ils vivraient de quoi dans un village perdu tout seul? Bah, ils vivraient de quoi? Ils vivraient de ce qu'ils veulent vivre. Je sais pas, mais j'en sais rien. Moi, de l'agriculture, de l'artisanat, du boulot qu'il y a à côté. Enfin, genre, qu'est-ce qui change par rapport à des immigrants qui viennent s'installer ailleurs? Enfin, genre, trouverait de quoi faire, hein. Quand on a installé les Monts en Guyane, ils ont trouvé de quoi faire, hein, vraiment. Bon. Au Japon, je parlais français avec les Français, anglais avec les Anglais, japonais avec des étudiants chinois, coréens. Ouais. Bah voilà, quoi, écoutez. Ouais, ça c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Qui se faisait beaucoup, quand je dis à l'époque, c'est au Moyen-Âge. Vous pouviez avoir des villages entiers qui disparaissaient suite à une épidémie, et le village était repeuplé par des gens qui venaient de 50-60 km plus loin, qui étaient appelés par un seigneur. On l'a beaucoup fait en Europe centrale aussi. En Europe centrale, beaucoup de seigneurs hongrois, tchèques, etc. ont fait appel aux colons allemands. Les États-Unis ont fait ça aussi. Comme ça, qu'ils se retrouvent avec des Amish, etc., etc. C'est intéressant pour les Chinois de parler français, bah, quand tu habites en France, au bout d'un moment. Et on leur dit, bah voilà, on vous file des papiers. On vous demande juste quand même d'apprendre le français un minimum. Continuez de parler votre langue, on vous donne même une école dans votre langue. Genre, moi, je m'en fous de ça, pareil. Hein, c'est pas un totem pour moi. Le fait que tout le monde devrait aller à l'école en français, je trouve qu'on s'en fout. Genre, que tout le monde parle le français dans un pays où c'est la langue officielle, d'accord. Que tout le monde doive apprendre le français dès ses 5 ans et aucune autre langue, non. Genre, pourquoi, non. Non, désolé. Moi, je suis pas particulièrement attaché à ça. Tout le monde devrait avoir une éducation dans sa langue. Si jamais il y a un groupe assez important, hein, pour que ça arrive, hein. Pour qu'on puisse quand même avoir un minimum d'infrastructure pour pouvoir mettre ça en place, quoi. Mais moi, ça me choquerait pas. Ça, moi, désolé, hein, ça me choquerait pas que si on a plein de populations, par exemple demain, on fait venir plein de Palestiniens en France parce que bah, leur pays se fait raser. On leur donne des endroits où il n'y a pas grand monde. On leur dit installez-vous là, et ils ont l'école en arabe du Proche-Orient, quoi, en arabe du Levant, quoi, vraiment. On bat les couilles, hein, vraiment. Mais alors là, si je dis ça, Pascal Pro, il devient fou. Hein. On leur met une école d'Iwan. À côté, il y a plein de lycées français partout en Europe ou dans le monde. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est qu'en France, personne ne doit apprendre autre chose que le français. Mais alors par contre, dès l'instant qu'il y a un établissement... Alors, faut savoir que les écoles anglaises existent. Et d'ailleurs, les bourgeois y mettent leurs enfants. Mais par contre, nous, dans le moindre pays du monde, on enseigne en français à la bourgeoisie locale, quoi. Il y a des écoles internationales anglophones en France. Au moins une partie en français à l'école, c'est quand même plus facile pour s'intégrer dans la société après. Bah, à partir du collège, quoi. À la limite. Mais l'école primaire, pas besoin. Les écoles en Corse, en alsacien, oui, mais c'est partiel.
c'est partiel et partiel. Genre c'est partiel à l'école et c'est partiel sur le territoire. Et c'est partiel sur la scolarité. Toi, tu t'en fous, mais les gens ont le droit de décider si on souhaite ça ou non. Mais non. Non, non, non. Non, je suis désolé. C'est pas à la communauté globale de la France de décider si des minorités linguistiques ont le droit d'exister ou non. Ça, c'est des conneries, ça. Ça ne les concerne pas, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, moi, je suis désolé, mais non. Pourquoi est-ce qu'on ferait voter l'intégralité d'une population pour donner des droits à une minorité? Non. Non, moi, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est comme... est-ce qu'on aurait dû faire un référendum sur la population globale pour donner le droit de mariage aux homosexuels? Bah non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre les hétérosexuels, que les homosexuels ils ont le droit de se marier ou pas? D'où est-ce qu'on... Jamais de la vie on demandera aux homosexuels leur avis sur le fait que des hétérosexuels puissent se marier ou non, on est d'accord. Alors pourquoi est-ce que les hétérosexuels auraient leur avis à donner sur le fait que les homosexuels puissent se marier ou pas? Non. Non. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Oui, mais tout le monde n'est pas qualifié pour se prononcer sur tout. Vraiment. Vraiment, non. Je suis désolé, mais là-dessus, non. D'où d'ailleurs les questions très épineuses de corps électoral. En fait, ce que vous me faites un peu, c'est le scénario de la Nouvelle-Calédonie. Si on devrait faire voter l'intégralité de la Nouvelle-Calédonie pour savoir qui en Nouvelle-Calédonie devrait apprendre telle ou telle langue, avoir l'autonomie ou pas, avoir des droits ou pas. Et donc du coup se pose la question, mais de qui en Nouvelle-Calédonie a le droit de se prononcer sur cette question? Est-ce que les gens qui sont arrivés l'année dernière, ils ont le droit de se poser cette question, répondre à cette question, alors qu'il y a des gens, ça fait genre ça fait un millénaire qu'ils sont là et on leur a privé de leurs droits. Et en fait, c'est, enfin, tu vois, bon. Tu loupes la question de l'adhésion dans ta proposition. Mais moi, je m'en fous qu'il y ait de l'adhésion. Mais vous remarquerez qu'on n'a pas eu de référendum sur la question de droit des homosexuels, Dieu soit loué. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que plus personne ne veut remettre en cause, et Dieu soit loué aussi, parce qu'en fait, ça ne concernait pas la majorité de la population et leur vie n'a pas changé depuis. Mais si on leur avait posé la question, je suis pas sûr que les homosexuels auraient des droits aujourd'hui et les droits qu'ils ont eu, qu'ils ont obtenus en 2014. Vraiment. La question, c'est qui a le droit de se prononcer sur une question aussi. Ça, c'est comme, vous savez quoi, c'est comme l'Espagne qui a dit bon, bah, référendum sur l'indépendance de la Catalogne, d'accord, mais par contre, l'intégralité des Espagnols votent pour décider du sort des Catalans. Bah, les Catalans, ils ont dit non. C'est une question qui concerne les Catalans, c'est pas une question qui concerne les Espagnols. Parce que c'est la douille. Si tu fais voter des gens qui ne sont pas concernés, alors évidemment, ça biaise le résultat. Et surtout, ça change rien. Le fait qu'en France, il puisse y avoir des écoles qui offrent une éducation dans la langue historique et locale, par exemple, ou la langue d'une certaine communauté, à des enfants, ça concerne ces enfants-là. Ça concerne pas, je sais pas, Michel qui habite à 600 km de là, qui connaît pas le dossier, qui en a rien à foutre et qui lui va se dire, comme pour les drapeaux français de Palestine sur les mairies dont on parlait tout à l'heure, oh bah non, la France on parle français, hein. Parce que Michel parle français et que Michel n'a pas envie de se poser de questions. Et que Michel n'a pas envie de se renseigner. Ça concerne les Espagnols aussi pour des raisons culturelles, fiscales, d'organisation de territoire. Encore heureux qu'ils soient consultés. Bah non. Mais bien sûr que non. À ce compte-là, on fait quoi? On fait voter la France métropolitaine pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Parce que ça concerne notre avenir à nous? Eh mais vous vous rendez compte?
Il y a des répercussions minima économiques sur tout un pays si la Catalogne devient indépendante. Oui, enfin bon, au bout d'un moment, il y a aussi un truc qui s'appelle la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, à ce compte-là, enfin putain, c'est comme si on avait fait voter la France métropolitaine pour l'indépendance des pays d'Afrique, quoi. Ah bah ça a changé beaucoup de choses quand les pays africains sont devenus indépendants, hein. Sur la question commerciale, sur la question du monopole de certains marchés, etc. Bon bah du coup, fallait-il faire voter toute la France métropolitaine pour l'indépendance du Sénégal ou du Mali? Enfin, genre, c'est trop bizarre comme raisonnement. C'est vraiment trop bizarre. On l'a bien fait pour l'Algérie de faire voter la métropole. Oui, enfin, ça t'a peut-être pas échappé que l'Algérie, on voulait surtout pas qu'elle devienne indépendante. Alors du coup, désolé, je vais vous pousser votre raisonnement à l'absurde, mais du coup, faut-il faire voter Israël pour l'existence de la Palestine? Parce qu'ils sont directement concernés, hein. Aussi, quelque part, finalement, dans votre logique. Enfin, vraiment, je comprends pas, vraiment. Je comprends pas. Un référendum concernant un territoire ne devrait concerner que ce seul territoire. Vraiment, c'est pas possible, hein. Puis du coup, c'est quand même, en fait, c'est prendre en considération que vous, votre avis importe aussi quasiment autant que l'avis de gens qui vivent sur place et dont c'est le destin directement, quoi. Parce qu'à ce compte-là, moi, tout est un peu mon destin aussi, hein, mais quand même vachement moins que le destin de certaines populations qui sont quand même beaucoup plus impactées. Et le fait qu'une majorité, par définition majoritaire, en situation d'impérialisme culturel et linguistique, doivent décider, elles, au vote, entre elles, du sort des minorités, c'est quand même profondément problématique comme conception, je trouve. Moi, je trouve ça profondément contestable, hein. Et au bout d'un moment, parce qu'en fait, je pense que vous considérez aussi que les frontières sont un peu sacrées, mais moi, si demain, par exemple, la Catalogne veut obtenir l'indépendance, même le Pays Basque, hein, bah, qui votent entre eux, et s'ils décident que c'est mieux pour eux d'être indépendants, bah, ils le deviennent, hein. Israël et Palestine sont clairement distincts. Il y a quand même un pays qui occupe l'autre, hein, si je peux me permettre. Donc, clairement distinct, je sais pas. Et puis, pour un pays, l'autre n'existe pas aussi. Donc bon. C'est cette fausse croyance, à mon sens, d'une république unie indivisible, égalitaire et tout. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Et voilà, bon bref. On peut raffiner la méthode de vote, je dis n'importe quoi, mais 3 points de vote pour un catalan, 1 point pour un espagnol non catalan, ce genre de conneries mathématiques. Mais d'où quelqu'un qui habite en Galice ou en Andalousie ou sur les, j'en sais rien moi, sur les îles Canaries, doit se prononcer concernant ce qu'il se passe en Catalogne. Parce qu'à contrario, moi j'ai envie de me prononcer sur la loi de comment le vote se passe à Paris, par exemple. Vous savez que les lois concernant les votes des municipales à Paris, à Marseille, à Lyon ne sont pas les mêmes. Bah moi, qui habite à Fougères, je considère que je dois me prononcer. Parce que de l'avenir de la mairie de Paris, c'est quand même important pour la politique nationale, etc. Donc moi, à Fougères, mon avis doit compter tout autant que quelqu'un qui a grandi, vécu en Paris intramuros depuis toujours. Voilà. Bon. Bah oui, bah non. Mais non. À ce compte-là, tout concerne tout le monde tout le temps, hein. Vraiment. On peut considérer qu'on fait partie d'une même communauté, donc décider tous d'avoir un avis
qui compte. Oui, mais tout le monde n'est pas compétent sur tous les sujets. Vraiment. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait partie de la même communauté qu'on n'a pas des différences, qu'on n'a pas des intérêts divergents et qu'on n'a pas des spécificités, en fait. Ça, je pense, c'est vraiment l'universalisme qui vous biaise, là. Et qui vous baise, même, d'ailleurs. Vraiment, je comprends pas. Enfin, il y a des questions qui vous concernent pas. Pourquoi est-ce que vous auriez à vous prononcer, quoi? Venez, on va voter dans les élections des délégués du personnel des entreprises où on est client. Bah ouais. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il y a une forme d'entrisme là-dedans, quoi. Ah bah pour les Bretons, la communauté nationale va décider de ce qui se passe dans le Finistère. Voilà. Ce qu'ils veulent les gens du Finistère, on s'en bat les couilles. Ils pourront voter, hein. Ils auront qu'à... voilà. Et en fait, avec cette logique-là, c'est le plus fort qui gagne toujours. Tout le temps. Et même quand ce qui pourrait être octroyé au moins fort ne change pas la vie du plus fort, le plus fort a le pouvoir de décider si ça lui convient ou pas. Ce qui est quand même problématique, je trouve, comme conception. Au bout d'un moment, la liberté aussi individuelle, ça passe aussi par l'auto-organisation et d'où, quoi. Ouais, c'est de l'oppression légalisée. Il y a un peu de ça. L'indépendance, c'est pas comme décider de la gestion des bus localement en termes d'importance et de rattachement à la communauté. Tous les sujets ne nécessitent pas des décisions nationales, mais certains oui. Eh bien, concernant les indépendances de différents territoires, je suis désolé, mais non. Ça ne concerne pas le territoire global dans lequel ça s'inscrit. Ça concerne le territoire, point. Si demain l'île de Ré elle veut l'indépendance et qu'elle veut organiser un référendum sur leur propre indépendance, eh ben l'île de Ré il devient indépendant, je m'en bats les couilles. On y mettra tous les riches et tous les gens qu'on n'aime pas, et on les regardera bien en s'amusant. Oui, l'autodétermination des peuples, mais ça visiblement beaucoup de gens considèrent que... Parce qu'encore une fois, hein, si l'intégralité d'un pays doit voter concernant les particularismes de certaines régions, dans votre logique, à Paris, on aurait dû voter pour savoir si le Mali ou Madagascar devait devenir indépendant ou pas, quoi. Les indépendantistes ukrainiens du Donbass, leur vote était vrai ou faux? Je crois que personne ne peut répondre à cette question, étant donné que ça a quand même été organisé sous occupation. Et donc là, la question de la véracité du scrutin me paraît, et la sincérité du scrutin paraît questionnable, à minima. À partir du quand on part du principe qu'un groupe forme un peuple, s'il le décide. Et on peut appartenir à plusieurs peuples en même temps. Ce que je veux juste dire, c'est que tendanciellement, ce n'est pas à un lointain groupe de décider de l'avenir de ton groupe à toi. Enfin, c'est genre vraiment, il y a ce truc. Et notamment sur des questions que je disais de base, sur les questions d'éducation. Le fait de devoir organiser des référendums nationaux pour savoir si les écoles bretonnes, elles ont le droit d'exister ou pas, par exemple, ben non. Savoir si les écoles bretonnes, elles ont le droit d'exister ou pas, ça concerne les gens qui parlent breton. Puisque donner la possibilité à une minorité politique et linguistique d'avoir une éducation dans sa langue, ce qui au passage rentre dans le cadre de la charte des langues régionales de l'Union européenne que la France n'a toujours pas ratifié, hein, ce qui est censé être l'un des principes, des principes constitutifs de l'Union européenne au passage, on rappelle. Hein. Ce n'est pas l'affaire de tous, c'est l'affaire de ceux qui sont concernés. Enfin vraiment, hein. C'est pas fou de dire ça, c'est pas fou. C'est pas un truc de zinzin. Mais ça paraît fou en France. Ça paraît pas fou dans le monde, hein, mais ça paraît fou en France. Parce qu'on est tellement matrixé par cet idéal jacobin universaliste qu'on est en mode, bah non, d'où, pourquoi Parce qu'en France, opprimer les minorités linguistiques, c'est banal et c'est normal, c'est commun. Ça va de soi.
Alors on est très juge des gens qui méprisent les minorités religieuses, même les minorités sexuelles maintenant, même si on donnait encore là-dedans il y a 30 ans. Mais les minorités linguistiques, tranquille, allez-y, on s'en bat les couilles, c'est pas un vrai sujet, il faut prioriser les luttes, c'est pas une vraie lutte, etc. Ça rend fou. Ça rend juste zinzin. Voilà. Quid des concernés qui n'habitent plus au même endroit, quid des référendums de notre... Mais ça, après, ça pose la question du corps électoral, qui est une question éminemment compliquée. Et vous savez quoi? La question du corps électoral, c'est une question qui se discute. Et sur laquelle tout le monde doit tomber d'accord. C'est précisément, vraiment, il y a un cas d'école, c'est la Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est une question très très présente dans la question de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est actuellement déjà un peu discuté, déjà traité. Hein. C'est pas quelque chose d'éthéré, sans réalité, quelle qu'elle soit. Il y a des cas concrets. Hein. Ça pose des questions. Qui a le droit de s'exprimer sur cette question? Eh bien, on va se mettre d'accord sur qui a le droit de s'exprimer. Et par qui a le droit, c'est pas tout le monde, non. Moi, par exemple, pourquoi est-ce que j'aurais le droit pourquoi est-ce que moi je serais consulté pour donner des droits aux personnes trans? Alors, moi je suis pour, hein, pas de problème. Mais je suis pas tout à fait concerné. Enfin, je suis pas un maître de la question. En fait, j'ai pas particulièrement mon mot à dire là-dessus, quoi. Pourquoi est-ce que si jamais on devait faire un référendum sur le droit des trans, je devrais m'exprimer? Genre, c'est quoi cette histoire? C'est la démocratie, le pouvoir du nombre. Si tu fais un vote en France, le vote majoritaire en démocratie sera le vote enregistré. Je pense que vous mélangez beaucoup de choses. Vous mélangez le suffrage universel direct, parce qu'en fait toutes les élections ne sont pas nationales en France. Tous les référendums ne sont pas nationaux, ils sont même plutôt pas, d'ailleurs. Vous confondez le suffrage. En fait, vous confondez l'élection présidentielle qui vous baise le cerveau avec ce que c'est que consulter la population locale, ou consulter un groupe quel qu'il soit. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes questions. Voilà. Bref, c'est un sujet un peu. Moi, j'ai vraiment l'impression de me battre là-dessus, alors que c'est clair, quoi. Genre, il y a pas, c'est pas un débat de fou, quoi. Tout le monde ne doit pas s'exprimer sur tout et tout le monde n'a pas la compétence pour s'exprimer sur tout. Et d'autant plus quand c'est pour donner des droits à des populations auxquelles vous n'appartenez pas, quoi. Un référendum sur l'interdiction de la corrida devrait s'intéresser uniquement à ceux qui pratiquent la corrida. Ben non, mais par contre, on pourrait imaginer, en vrai, on pourrait imaginer de consulter la population dans les territoires où la corrida, c'est des territoires d'exception, où elle existe. Mais savoir que, alors pardon, savoir que sur ce sujet, sur la corrida, il faut, pour que la corrida puisse avoir lieu dans un lieu, pour avoir lieu quelque part, il faut prouver une tradition ininterrompue de pratique de la corrida. En gros, tu ne peux pas faire revenir la corrida dans des territoires où cette tradition a cessé d'exister. Et d'ailleurs, pour le combat de coq, les combats de coq étaient un sujet moins connu, mais les combats de coq sont encore autorisés dans le nord de la France et dans les Outre-mer, notamment à La Réunion. Et qu'on consulte les Réunionnais sur les combats de coq, tiens, ça m'intéresse, moi. Mais en fait, encore une fois, le meurtre, là, vous me comparez des trucs. Moi, je vous parle de donner des droits à des gens, et vous me mettez en bas. Oui, mais le meurtre. Enfin, pardon. Est-ce qu'il faut faire juger le meurtre juste par les meurtriers? En fait, je pense que vous confondez beaucoup de choses. Encore une fois, vous confondez beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vous retire et qu'est-ce que je vous mets en danger si je donne des droits à un pan de la population? Alors que s'il y a meurtre, là, je pense que là, c'est beaucoup moins contestable. C'est juste que, enfin, il n'y a pas de rapport entre les deux choses, quoi. C'est aussi très subjectif. C'est pas moi qui fais la loi.
En fait, c'est fou. Moi, je trouve ça... Enfin, c'est fou. En fait, c'est zinzin. C'est... Vraiment, je comprends pas. Vous êtes en mode, je vais le coincer. Du coup, tous les meurtriers devraient être jugés que par des meurtriers. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Parce qu'en fait, si jamais je vous prends dans l'autre sens, mais c'est du coup, c'est tout le monde peut décider de tout pour tout le monde. Et en fait, si la majorité décidait que les femmes devaient arrêter d'avoir le droit de vote parce que les hommes représentent une majorité de personnes en âge de voter aujourd'hui et que ces hommes décidaient que les femmes devaient arrêter de voter, bah du coup on supprime le droit de vote aux femmes. La majorité gagne. Tout le monde peut se prononcer sur tout et tout le monde, ou l'avortement, et tout le monde peut décider pour tout le monde. C'est la démocratie malheureusement, mais non. Enfin, je suis désolé, mais non. La démocratie, c'est aussi le pouvoir du peuple. Hein. C'est aussi comment dire, d'avoir des arrangements où tout le monde en bénéficie. Ce type de sophisme. Oui, mais quand moi je l'utilise, c'est un sophisme. Quand vous mettez dans le chat, alors les meurtriers là, c'est pas du sophisme. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. En fait, c'est depuis tout à l'heure, vous refusez le fait que des groupes de population puissent en fait décider pour elles ce qui est le mieux pour elles. C'est genre vous leur niez ce droit et vous considérez que ce droit ne devrait pas exister. Quand vous considérez qu'en fait il doit être décidé par un pays intégral dont les frontières d'ailleurs sont pas toujours très claires, ce qu'il doit advenir de l'un de ces territoires à la marge, un territoire qui a pu être colonisé, qui a pu être conquis, en fait vous ne défendez pas la démocratie, vous défendez l'impérialisme, vraiment. Je pense. Et ça, et vous considérez que c'est légitime. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, demain, on conquiert le Portugal, parce que j'ai envie qu'on ait le Portugal, puis on fait voter l'intégralité des Français sur est-ce qu'on doit garder le Portugal. Bon, les Portugais auront le droit de voter, bien sûr. Hein. C'est assez dommage pour eux, ils représentent qu'une minorité du corps électoral. Quel dommage. Mais tout le monde est concerné finalement, si on garde le Portugal ou pas. Maintenant, ça nous concerne tous comme question, donc on fait voter tout le monde. Enfin, ça c'est fou. Enfin, c'est trop bizarre comme question. C'est bizarre votre raisonnement, vraiment. Vous êtes dans la nuance, mais moi je trouve que vous n'êtes pas dans la nuance. En fait, c'est juste vraiment partir d'un principe simple, et un principe qui n'est pas en même pas, qui est même pas fou, qui est un principe qui a longtemps, qui existe, je crois, depuis la Société des Nations, qui est la liberté pour chaque peuple de disposer de lui-même, de s'autodéterminer. C'est pas un truc de zinzin que je suis en train de vous raconter et dont je suis en train de vous parler, et qui n'existe pas en France. Par contre, ça cela dit, c'est vrai. La France s'assoit absolument sur ce droit. Vraiment. Et vous êtes en train de me dire que globalement, ça, c'est plutôt pas bien parce que ça va contre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est l'affaire de tous, y compris visiblement des gens qui ne sont pas concernés par les questions qu'on pourrait poser. Et ben moi, je conteste ça. La démocratie, ce n'est pas l'affaire de tous. La démocratie, c'est l'affaire surtout des personnes qui sont concernées. Et toutes les questions, voilà. Tu veux pas vocal, je t'explique un truc. Non, bah je suis désolé, mais non. Déjà, après, je vais aller manger. Mais non. Non, désolé, mais non. C'est pas à moi de dire ce qu'est un peuple ou pas. Mais cette logique de dire que les gens de Paris et les gens de Marseille devraient se prononcer sur, par exemple, ce qui se passe en Guyane, et qui ne concerne visiblement que les gens de Guyane, bah non. Non. D'où D'où non. Vraiment. Et donc, est-ce que c'est... pareil, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'était aux hétérosexuels de voter ou non sur le fait que les homosexuels puissent avoir le droit de vote, alors qu'on ne demandera jamais aux hétérosexuels ce qu'ils pensent du fait que les hétérosexuels aient le droit de vote, le droit de se marier, ce qu'on ne demandera jamais le contraire. Bah non, pourquoi est-ce que la majorité doit se prononcer sur les droits des minorités? On parle en plus d'octroyer des droits. On parle pas d'en supprimer, on parle pas de tuer des gens. On parle pas de restreindre la liberté de qui que ce soit, on parle de donner des libertés. Ça, il me semble quand même essentiel que ce sont avant tout concernés de décider pour eux, quoi. Il n'y a pas de double nationalité française-guyanaise. Non, je vois pas bien ce que ça changerait.
Catalogne et Pays Basque. Et ben quoi? Le pire, c'est qu'en plus, en Espagne, la Catalogne a déjà l'autonomie. Le Pays Basque a déjà l'autonomie, en fait. Enfin, juste, pareil, quand vous parlez de ça concerne la communauté nationale, mais vous parlez d'un pays fédéral. Hein. L'Espagne est un pays fédéral, hein, au passage. Hein. C'est pas un pays comme le nôtre, mais bon. Là, on est dans la difficulté de ce que sont définir les concernés à quelle échelle. Ce qui suppose une consultation sur qui peut se prononcer ou pas, et qui est souvent une décision qu'on considère comme devant être prise au consensus. Encore une fois, pour ça, il y a l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, qui est un exemple qui me paraît malgré tout assez éclairant. On décide ensemble qui a le droit de répondre à la question, et qui est concerné par cette question. C'est une chose dont on discute. Voilà. Par exemple, en France, la règle de base est de considérer que toute personne de moins de 18 ans ne peut pas être consultée. Les prisonniers, globalement, pendant longtemps les militaires. Pendant longtemps, les militaires n'avaient pas le droit de vote. Etc., etc. Donc en fait, il y a des... Même pour des questions de politique générale et de scrutin généraux, cette question elle se pose aussi. Qui a le droit et qui est censé être concerné par une question. Voilà. Pas pour rien que les loyalistes veulent élargir le corps électoral en Kanaki. Bah voilà. Parce que forcément, quand tu fais voter des gens qui sont arrivés la semaine dernière et que tu leur donnes le même poids électoral que des gens qui sont arrivés il y a 2000 ans, y a peut-être un problème, quoi. Mais là, moi, je parle même pas d'interpays, c'est parce qu'en fait, il y a eu des référendums d'autodétermination qui ont été faits en Catalogne. En Espagne, donc du coup en Catalogne. Et les indépendantistes ont été arrêtés, les urnes ont été confisquées. Et on leur a dit que c'était anticonstitutionnel d'organiser un vote localement et que si jamais il devait y avoir un vote, c'était l'intégralité de l'Espagne qui devait voter. Bon. Non mais en fait, si on vote surtout tout pour tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on peut faire voter tous les Français sur le fait d'interdire ou non l'islam en France? Parce que le résultat du vote, moi j'ai pas envie de le connaître. Hein. Ah non, je suis pour le droit de vote des étrangers en France, mais ça dépend. Pourquoi? Genre les étrangers qui résident... alors déjà, moi je suis pour tout globalement. Tout ce qui concerne la politique nationale, ils sont là, ils votent. Franchement, il n'y a pas de problème. Ils sont littéralement concernés, ils payent des impôts. Et pour les élections locales, a fortiori. Bien sûr que quelqu'un qui habite dans une commune, qu'il ait la nationalité ou pas, doit pouvoir voter. Évidemment. Il est concerné. On revient à la question de qui est concerné. Il est concerné. L'élection présidentielle, il est concerné. C'est pas cohérent entre la France et la Kanaki. Bah si. Si, parce que la question c'est pas voulez-vous l'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie? La question c'est quelle politique globale et nationale voulez-vous, hein, globalement, quand il y a un président de la République? Et ils sont concernés, que je sache. Pour le coup. Mais je donne des exemples qui sont factuels. Ça existe en fait. En fait, je vous parle du mariage homosexuel, c'est parce que, justement, ça a été aussi quelque chose qui a été adopté en 2014 sous François Hollande. Bah, encore une fois, il faut décider du corps électoral. Moi, vous me posez des questions pour m'acculer, mais c'est pas à moi de décider à quoi doit ressembler le corps électoral en Bretagne sur un hypothétique référendum sur l'indépendance de la Bretagne. C'est pas à moi de... Je sais même pas si moi, je suis absolument concerné par ce vote, hein, d'ailleurs. C'est pas à moi de décider ce que doit être le corps électoral. Le corps électoral, il doit être décidé entre ceux qui sont pour l'indépendance et ceux qui sont contre. S'ils se mettent d'accord sur les règles du vote, bah, ils seront d'accord sur le résultat. Le résultat sera légitimé par le fait qu'ils étaient d'accord sur qui doit voter, ou qui peut voter. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui existent déjà et qui existent depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ça paraît fou en France parce que ça n'arrive pas, ou ça n'arrive qu'à la marge, et de manière très lointaine. Mais c'est pas quelque chose qui est particulièrement fou, hein, ce que je vous raconte. Et à la base, oui, à la base, c'était on me disait, il faut faire un référendum national pour octroyer des droits à des minorités linguistiques. Et moi, j'étais en mode, bah non. Non. Ça ne vous en... Enfin, en fait, qu'est-ce que ça vous retire, à vous, que des gens
puissent avoir une éducation dans leur langue maternelle. Qu'est-ce que ça vous retire à vous? Que des gens puissent avoir une éducation dans une langue qui n'est pas la vôtre, mais qui est la leur. Qu'est-ce que ça vous retire à vous? Rien. Donc pourquoi est-ce que vous auriez à vous prononcer sur cette question-là? Bon. À la base, c'est ça la discussion. Hein. Mais en fait, c'est encore une fois, parce que oui, moi, si demain il y a il y a plein de villages abandonnés, on décide d'y mettre des Palestiniens parce que ils ont plus de pays. Et bientôt, ils auront plus de pays. Visiblement, ça continue comme ça continue avec ce que fait Israël à Gaza. Tous les Gazaouis qui veulent venir en France, on leur file des villages, on leur file des lieux où vous pouvez vivre, des lieux où vivre, ils vivent ensemble parce que ils ont quand même besoin de vivre ensemble. Ils ont une culture, ils ont une langue, ben, ils ont le droit d'avoir, dans ma conception, oui, ils peuvent avoir une éducation dans leur langue. L'arabe du Levant, l'arabe du Proche-Orient. Et oui, on leur demanderait d'apprendre le français à un moment, mais pas que et pas exclusivement. Et si jamais ils voulaient faire leur vie en arabe et parler arabe et avoir des écoles en arabe, moi, je n'ai aucun problème avec ça, du tout. Dès l'instant qu'il y a des minorités linguistiques qui existent avec une masse assez importante pour nécessiter... Alors ça aussi, ça se négocie. Par exemple, en Finlande, ils ont négocié, c'est 6%. 6% d'une commune, ou 8%, 6% je crois. Je sais plus si c'est 6 ou 8% d'une commune, si dans une commune, 6, je sais plus si c'est 6 ou 8 parlent suédois, bah ils ont le droit d'avoir une administration en suédois et d'avoir des écoles en suédois. Ça a été décidé. Ça fait partie du contrat social en Finlande, par exemple. Eh ben, moi je suis tout à fait pour ce genre de choses. En France aussi, voilà, on décide de combien, on décide d'où, et puis et on décide de quoi. Et puis ces gens-là, ensuite, ils ont voilà, les villages abandonnés sont pas abandonnés pour rien. Oui, mais ce qui est abandonné par les uns peut être gagné par les autres. Tu vois, peut-être ce qui représente un fardeau pour les uns est peut-être un Eldorado pour les autres, tu vois. Donc c'est ça à la base, hein, la discussion, hein, vraiment. Et le fait qu'on puisse avoir des écoles en breton, est-ce qu'il faudrait faire voter les Corses pour ça? Bah non. Bah non. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Il n'y a rien qui le justifie. Voilà. Quand on a imposé le français en Alsace, et quand on a fait sortir l'alsacien des langues régionales, quand on a fait la loi des Hickson, on n'a pas consulté particulièrement les Alsaciens pour ça, par exemple. Et maintenant, il faudrait consulter les Français entiers pour donner des écoles alsaciennes aux Alsaciens. Putain, cimère, hein. Désolé, mais non. Ah, t'as pas demandé à ce qu'on t'apprenne l'occitan, bah du coup, t'as été traumatisé. Tu remarqueras que la plupart des gens ne... Enfin, c'est fou, parce que... Moi, je vais même pas relever. Je suis désolé, mais... Je crois que tu te rends pas compte de la comparaison que t'es en train de faire. C'est-à-dire, il y a des minorités en France linguistiques à qui on nie le droit d'avoir une éducation dans leur langue. Et toi, tu dis, oui, bah moi, on m'a appris des chansons dans une langue minoritaire, j'ai pas choisi, hein. Comme si on t'avait privé... Est-ce qu'on t'a privé de quelque chose? Est-ce qu'on t'a privé d'une partie de ton identité en faisant ça? Désolé, hein, mais ça me paraît lunaire comme comparaison. Je ne vais même pas relever. De toute façon, il faudra que j'aille manger. Je commence à avoir faim. Ouais, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas demandé. Moi, je voulais pas faire de judo. On m'a obligé. Je vais vous laisser là. Ça fait déjà 4 heures. Moi, je vais vous laisser là.